Au fil des années, la vidéo est devenue un levier incontournable pour s'exprimer et communiquer. Certains l'ont compris et en font aujourd'hui leur métier. Je m'appelle Pierre, je suis vidéaste indépendant et en fondant le podcast Vite Vidéaste, je souhaite mettre en avant celles et ceux qui partagent cette passion commune pour la vidéo. Que ce soit pour raconter des histoires, susciter l'émotion ou l'émerveillement, chaque vidéaste a ce besoin d'utiliser une caméra pour transmettre sa vision de ce qui l'entoure. Avec ce podcast, nous irons à la rencontre de personnes passionnées qui nous dévoileront leur parcours, leur motivation et partageront leur vision de la vidéo. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans ce que c'est vraiment une vie de vidéaste. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e épisode du podcast Vite Vidéaste. Pour ce nouvel épisode, j'ai pu m'entretenir avec Ilan Dupont, un vidéaste talentueux basé à Paris, spécialisé dans la publicité entre la mode et le sport. Durant notre discussion, nous sommes revenus sur son parcours, sur ses projets actuels et futurs dans la publicité et dans le documentaire, ainsi que sur ses objectifs et ses projets futurs. En espérant que ce nouvel épisode vous plaise, bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vite Vidéaste. Je suis très heureux de vous retrouver, c'est un peu le podcast de la rentrée. Et pour ce 8e épisode du podcast Vite Vidéaste, j'ai la joie d'accueillir Ilan Dupont. Salut Ilan, comment tu vas ? Salut, très bien, merci, et toi ? Ouais, nickel. Très content de t'accueillir pour un peu ce podcast de rentrée. Ça fait longtemps qu'il y avait pas eu d'enregistrement du podcast. Logiquement, le podcast de Théo Tullier qui avait été enregistré quelques mois est sorti récemment, donc j'espère qu'il vous aura plu. Petite remarque, j'espère que vous ne serez pas trop gênés. Il y a un petit bruit de fond, il y a un voisin qui a décidé de faire des travaux juste au moment de l'enregistrement, donc j'essaierai de masquer ça au maximum. J'espère que ça altérera pas votre écoute, mais très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode. Merci en tout cas Ilan de t'être pris au jeu du podcast, très content de t'accueillir. L'ADN de Vite Vidéaste, comme tu le sais peut-être, c'est de mettre en avant les vidéastes francophones talentueux et j'estime que tu en fais partie, donc très content de t'avoir pour ce nouvel épisode. C'est très gentil, je suis très honoré et je trouve que ce format est vraiment, un bon truc. En fait, ça permet de découvrir les collègues talentueux et de pouvoir connecter avec des personnes que vous ne connaissez pas de notre milieu. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne action, quoi. Trop cool, parfait. Si ça te va, on va commencer ce podcast avec une première question classique qu'on retrouve dans chaque début d'épisode. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Avec grand plaisir. Donc je m'appelle Ilan Dupont, j'ai 25 ans, ça fait à peu près 5 ans que je me suis mis à faire de la vidéo de manière professionnelle. Je suis à la fois réalisateur et photographe, principalement basé dans le milieu de la mode. Et ce qui me fait kiffer, c'est la pub en fait. J'ai toujours voulu faire de la pub. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir en vivre. Et voilà. Je suis basé à Paris et je viens du sud, comme le grand Lucas Bosque. Trop bien. Petite dédicace à Lucas Boss, effectivement, qu'on avait eu aussi dans le podcast il y a quelques mois. Trop bien, mais ouais, on en reparlera de tes projets actuels. C'est vrai que quand on va voir ton site internet, tes réseaux sociaux, on voit que tu as cette patte un peu effectivement liée à la mode, liée à la publicité, donc on en reparlera. Mais c'est vrai que dans les épisodes à chaque fois de Vite Vidéaste, on fait un peu un podcast chronologique où on commence un peu par les débuts, le parcours un peu que tu as pu avoir avant de te lancer, ou alors à tes débuts dans la vidéo. Et puis au fur et à mesure, on parlera de tes projets actuels et futurs. Mais ouais, effectivement, suite à ta petite présentation, la question qui me vient, c'est comment c'est venu un peu cette passion pour la vidéo ? Est-ce que tu es tombé dedans quand tu étais petit ? Est-ce qu'au contraire, c'est venu un peu tard ? Comment ça s'est déclenché pour toi ? On va dire que c'est venu assez tôt, mais j'en avais pas forcément conscience. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, vers mes 10-11 ans, je me suis mis à faire beaucoup de sports extrêmes, comme du BMX, du skate, tout ça. Et en fait, à force de regarder des vidéos de BMX, je me suis dit, je veux faire moi aussi des vidéos de BMX pour pouvoir juste me filmer moi. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire que je commençais à faire des vidéos de moi en train de faire du BMX. Et ensuite, je me suis dit, en fait, j'aime bien faire du BMX, mais ce que je
kiffe plus, c'est faire des vidéos. Et je me suis mis à faire des vidéos de mes collègues, en fait, tout simplement. Et donc pendant 2-3 ans, j'ai fait pas mal de petites vidéos jusqu'à ce que mon appareil se casse et que je n'ai plus la possibilité d'acheter un autre appareil. Bah ouais. Parce que ouais, t'avais quel âge à cet âge-là quand t'as commencé à faire des vidéos? T'avais 12 ans? C'était entre 10 et 13 ans, quoi. Ah ouais, ok. Ah ouais, donc c'est tôt. Donc C'est cool. c'est assez tôt et je l'ai fait de manière totalement innocente et en me disant, enfin, j'avais même pas conscience que il y avait une possibilité de carrière ou quoi que ce soit. Je le faisais juste pour le plaisir. Euh, et ensuite, quand je suis arrivé à Paris pour mes études supérieures, euh, j'ai fait des études de pub. C'est là où j'ai repris en fait une caméra en main parce qu'en fait il fallait faire des projets d'études. Et c'est là où je me suis dit en fait, je crois que j'ai trouvé ma passion ou j'ai retrouvé ma passion et ça m'a donné en fait envie tout simplement de me lancer dans ce milieu-là quoi. Trop bien. Ouais, donc c'est une petite passion qui est née ouais, assez tôt. Et c'est marrant, par exemple, bah, les premiers petits films que tu faisais, c'était avec la caméra de ton papa. C'est quelque chose que tu avais acheté. Comment ça se passe? C'était une caméra qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Donc il me semble que c'était à 10 ans. C'était je sais pas si tu te souviens, c'était un Casio Exilim. Tu sais, c'est les petits. C'est vraiment les trucs vraiment pas fous. Et je l'avais cassé parce que je l'avais mis sur un trépied vraiment tout fragile. Il y a eu un coup de vent et il est tombé sur l'objectif. Donc impossible de le réutiliser. Et à l'époque, je montais sur. C'était même pas Sony Vegas, c'était avant Sony Vegas. Et pour faire les exports tu vois, d'une vidéo de 1 minute, il fallait minimum toute une nuit. Et, je me souviens de ces moments où tu te réveilles le matin, tu es impatient d'aller regarder ta vidéo. Et il y a une faute tu vois, de frame dans ton montage. Je dois tout Ouais. recommencer. Quoi. Allez, la nuit prochaine, c'est reparti. Bah non, mais trop bien, trop bien. C'est cool parce que ça change un peu des profils qu'on peut avoir dans le podcast et de manière générale en ce moment où c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés un peu sur le tard en voyant qu'effectivement bah, la vidéo, peut-être dans les années 2016-2017, ça commençait à prendre avec tu vois, des vidéastes anglophones qui commençaient vraiment à faire des grosses vidéos comme des Sam Colder, etc. C'est ça aussi qui a donné pas mal peut-être l'envie à pas mal de gens de se lancer. Mais toi, c'est marrant de voir que c'est venu encore plus tôt et que bah, je suppose à l'époque, il y avait peut-être même pas trop de vidéos sur YouTube. Comment tu as commencé à faire des vidéos? Toi, tu te formais un peu sur le terrain? Est-ce que tu allais voir justement des ressources en particulier? Peut-être bah, sur YouTube, je sais même pas si c'était encore trop fréquent. Comment Bah, c'est... on va dire que les débuts, donc mes premières vidéos, donc quand vraiment j'étais tout jeune, je regardais simplement, en fait, c'est là où je me suis dit je veux faire de la vidéo. Je regardais des vidéos de BMX. Donc il y avait un site qui s'appelait BMX Avenue et je passais toutes mes soirées à regarder des vidéos de BMX. Je veux faire la même chose. Et donc j'ai juste pris une caméra et après j'étais pas mal, on va dire, enfin je suis assez technologique donc j'aime bien tout ce qui est logiciel, peu importe, enfin, je me débrouille assez bien, enfin, depuis mon plus jeune âge. Et j'ai commencé à me mettre sur juste Sony Vegas et j'ai commencé à mettre mes rushs et à monter tout simplement. Donc j'ai pas forcément appris de choses spécifiques. Mais ensuite, quand je me suis mis vraiment à la vidéo, là j'ai commencé à regarder beaucoup de tutos, que ce soit en anglais, en français, j'ai acheté des formations et j'ai beaucoup pratiqué quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, c'est ce que tu disais, ouais, il y a une première phase où tu démarres un peu bah, la vidéo, ça vient un peu pour passion à tes 10-13 ans. Et après, il y a cette seconde vague, entre guillemets, où tu reprends tes études, tu arrives à Paris et là, tu redécouvres un peu ce que c'est la vidéo. Mais je suppose que ça prend peut-être une tournure différente où là, peut-être que tu commences à avoir du matériel un peu plus haut de gamme. Effectivement, tu commences à te former. Toi, tu disais que ouais, c'était une école de publicité que tu as faite et t'as pu faire des projets vidéo dans cette école. Est-ce que, est-ce qu'à ce moment-là, tu projetais de te lancer à ton compte ou c'était pas du tout envisagé de ta part? Alors non, parce que initialement j'ai fait du coup 3 ans de pub. Donc j'ai fait Paris Descartes et Sub de création. Et initialement je voulais être directeur artistique pour des agences de pub. Donc la pub m'a toujours intéressé, vraiment j'ai toujours aimé ce milieu-là, mais
Initialement, je voulais être vraiment directeur artistique jusqu'à ce que je fasse un stage en agence et que je me rende compte que en fait c'était pas du tout ça et que en dessous de cette agence-là, il y avait une boîte de production qui s'appelait The Plane et dans laquelle j'ai fait par la suite un an de stage, puis après j'ai travaillé pour eux. Et c'est là où je me suis dit, ok, donc c'est réellement de la production vidéo que je veux faire dans la pub. Donc en fait, mon stage, mes années d'école de pub m'ont permis d'apprendre tous les codes qu'utilise la pub pour faire une pub, tout simplement. Et ensuite, j'ai amélioré mes skills de vidéo par la boîte de production dans laquelle j'ai bossé et par la pratique aussi. Ouais, trop bien. Ouais, c'est ça, j'imagine que ça s'est assez bien complété parce que le fait d'avoir fait des études dans la pub et peut-être toi ta volonté d'être directeur artistique, aujourd'hui on la sent aussi dans ton style de vidéo que c'est très travaillé, enfin c'est très visuel et qu'il y a une patte graphique qui est assez marquée. Donc j'imagine aussi c'est ce parcours un peu avant la vidéo qui te sert aussi aujourd'hui. Mais du coup, ouais, l'appel de la vidéo a été trop fort. Donc ouais, c'est ça en gros. Donc tu as vraiment eu cette envie de faire de la vidéo après tes études. Donc tu fais une sorte de stage dans une boîte de prod et en 2018, c'est ça, tu décides de te lancer à ton compte en micro-entreprise, c'est bien ça? Ouais, exactement. Je décide de me lancer en micro-entreprise. Je travaille à cette époque-là avec deux boîtes de production qui me permettent d'avoir du travail régulier et de quitter en fait, parce qu'en même temps que je faisais mes études, je travaillais dans la restauration pour pouvoir payer mes études, et mon appartement et ma vie tout simplement. Et, euh, et le moment où je me suis vraiment lancé, c'était peut-être un an après la création de mon statut auto-entrepreneur, où j'avais en fait des vidéos régulières qui permettaient de financer toute ma vie. Et après, à partir de là, j'ai jamais arrêté pour le moment. Ouais, c'est ça. Mais après, dans ton lancement, comment ça s'est passé? Est-ce que, par exemple, dès que tu as commencé à travailler avec les boîtes de prod, tu avais des choses à leur montrer, des projets perso que tu avais pu faire? Ouais. Comment ça s'est présenté? Donc pour bosser avec ces boîtes de production là, donc pour bosser avec The Plane, j'avais déjà fait beaucoup de vidéos de mon côté. C'était des vidéos personnelles que je faisais. Donc tu avais à la fois des vidéos personnelles, donc des projets personnels que je faisais avec des amis, mais tu avais aussi des projets pro que j'avais pu faire par-ci et par-là. Mais pour pouvoir rentrer dans ces boîtes de prod, j'avais déjà beaucoup de vidéos là, de vidéos pardon. Et, euh, et en fait, ouais, en fait, pour rentrer dans une boîte de prod, il faut absolument montrer ton travail, ton univers. Sinon, c'est compliqué pour eux de te prendre, quoi. Ouais. Donc, ouais, le stage que j'ai eu chez The Plane, j'ai vraiment galéré pour l'avoir. Mais franchement, ça a été ma meilleure expérience, enfin l'une de mes meilleures expériences, parce que j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et c'est là où j'ai commencé à faire des gros tournages où j'ai appris beaucoup sur le métier, que ce soit en tant que producteur, en tant que caméraman, en tant que monteur, en tant que gestionnaire de boîte de production. Euh, Ça a été vraiment une expérience hyper complète et qui me sert encore jusqu'à hier où j'utilise des choses que j'ai appris pendant ce stage-là, quoi. Ouais. Ouais, tu dis, ouais, c'est trop bien d'avoir des expériences comme ça qui soient aussi formatrices. Tu vois, le fait que tu aies pu voir plein d'aspects de la création vidéo, j'imagine que ça a été hyper bénéfique pour toi. Donc non, c'est cool. Mais effectivement, pour peut-être les gens qui nous écoutent, qui se lancent et qui voudraient peut-être aussi, au-delà d'avoir des projets tout seuls, mais peut-être être en contact avec des agences ou des boîtes de prod, est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner à ceux qui nous écoutent sur comment il est possible voilà, de rentrer en contact avec eux, les bonnes pratiques à effectuer pour prétendre travailler avec des boîtes de production? Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner? Encore une fois, hein, j'insiste sur les projets personnels. Il faut avoir de la matière à montrer aux boîtes de production. Il faut se mettre à leur place. Ensuite, dès que tu as trouvé, dès que tu as un book qui est plutôt sympa et bien garni, il te suffit d'aller regarder c'est ce que je fais moi, donc les pubs que tu aimes bien. Et tu regardes quelles sont les boîtes de prod qui ont produit ces pubs-là. Et ensuite, tu vas tout simplement les contacter.
que ce soit en physique ou par mail ou téléphone. Et tu leur proposes de travailler avec toi. Tu commences par des missions simples et ensuite tu peux même toi leur proposer, leur ramener des clients et leur dire moi j'ai ce client là avec qui je bosse et j'aimerais que vous m'aidiez à produire cette pub là pour, euh, pour, euh, pour cette destination là, que ce soit pour la télé ou pour les réseaux sociaux quoi. Donc ouais. À l'heure actuelle, moi j'ai des boîtes de prod qui euh, me donnent du travail ou moi je leur donne du travail mais elles m'aident à produire la publicité. Ok. Ouais, c'est intéressant de ce point de vue de effectivement double face, savoir soit c'est les boîtes de prod qui viennent vers toi et te proposent des projets, mais toi ce que tu es en train d'expliquer c'est que aussi toi tu peux proposer du travail entre guillemets à ces boîtes de prod via des clients avec qui toi tu collabores déjà, j'imagine des marques, des entreprises avec qui tu as l'habitude de travailler. Ok, ouais, c'est intéressant parce que effectivement on va pouvoir switcher sur tes projets actuels et c'est vrai que quand on regarde ton site internet, tes réseaux sociaux, voilà, il y a des chouettes noms qui en ressortent. C'est vrai que il y a du contenu pour Adidas, pour Prada, si je dis pas de bêtises, Chloé, des choses comme ça, enfin toujours lié à la publicité, à la mode. Et effectivement, ça c'est via ce process-là que tu as réussi à avoir ces projets-là, de travail avec des boîtes de prod ou au contraire, tu as déjà ancré des partenariats avec des marques et tu les proposes à des boîtes de prod. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Là, par exemple, le dernier projet que j'ai fait, donc c'est une pub TV que j'ai fait pour une marque qui s'appelle My Origins. Et donc c'est une pub qui va passer, enfin qui passe là à l'heure actuelle sur M6 et sur TF1 et qui sponsorise l'émission. Trop bien, félicitations. La marque s'appelle My Origins. Tu Trop bien, je disais félicitations, c'est cool, Ah oui, oui, pardon. un spot TV comme ça, c'est J'ai trop pas bien, entendu. bien joué. Ouais, je l'ai pas encore annoncé sur les réseaux. Là, je suis en train de faire toutes les petites stories. Je pouvais pas en parler. Ah Ça fait putain, quelques mois une que petite exclue pour Vidéa, ça fait Ouais, plaisir. exactement, voilà. Ça fait quelques mois que je bosse dessus. Et donc, c'est une pub qui sponsorise l'émission Danse avec les stars sur TF1 et qui sponsorise L'amour est dans le pré sur M6. Donc, voilà, c'est un projet, par exemple, que j'ai apporté à une boîte de production. Et je lui ai dit, j'ai ce projet-là, j'ai tant en budget. Est-ce que ça te dirait de bosser avec moi pour m'aider à produire la campagne? Parce que c'était une campagne globale, à la fois photo, vidéo, euh, pour les réseaux sociaux et aussi pour la télé, quoi. Trop bien. Franchement, ouais, félicitations à toi. C'est un beau projet, effectivement, une pub télé. Pour le coup, si ça te va, moi j'aimerais bien rebondir là-dessus parce que c'est cool de pouvoir en discuter. Mais parce qu'effectivement, c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent de voir un peu ces aspects, voir comment ça se déroule aussi pour des gros projets comme ça. Parce que toi, effectivement, la boîte de production, quand toi tu amènes un projet comme ça avec My Origins, quelle est leur plus-value à cette boîte de production? Ils vont t'apporter, j'imagine, une équipe à ta disposition pour créer ce spot. Comment ça se présente? Quel est l'intérêt de s'épauler d'une boîte de production pour des projets comme celui-là? Ouais, tout à fait, t'as bien ciblé la chose, c'est que pour des gros projets comme ça, moi j'ai pas la possibilité en termes de temps, de me mettre sur tous les fronts. Et en fait, avoir un partenaire, donc une boîte de production, donc la boîte de production avec qui j'ai produit ça s'appelle Geol Production, et tu as une autre boîte qui s'appelle aussi Matin Studio. Donc ça te permet en fait d'avoir des bras en plus et des personnes qui sont qualifiées dans leur domaine. Donc mettons ma directrice de production, elle a en tête tous les formats à sortir, toutes les deadlines, elle sait qui va où sur le shooting. Elle va contacter en fait toute l'équipe, en fait elle va mettre en place toute l'équipe de tournage. Donc elle va trouver le chef opérateur, elle va trouver le make-up, le styliste, elle va louer les studios. Pour cette pub-là, par exemple, j'ai fait faire construire 5 décors. Donc j'ai refait faire construire une salle de bain, euh, une salle à manger, une cuisine, un jardin d'hiver. Et ce qui fait que pour ça, en fait,
il faut contacter plein de constructeurs, après il faut envoyer les plans, faire les retours, aller sur la construction, voir si tout correspond à ce que moi j'avais en tête. Euh, Avoir une boîte de production, et c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Sur un projet comme ça te permet aussi de te libérer la tête et de plus être focus sur ton idée créative. Et surtout, il y a un autre point, c'est que moi, le budget, j'ai dit à la boîte de production, tu prends le budget et tu gères tout ça. Je veux pas avoir à gérer l'aspect financier du projet parce que c'est toujours un peu compliqué. Euh, et voilà. Et en plus, la boîte de production permet aussi de gérer tous les droits. Donc en fait, sans boîte de production, c'est très compliqué de gérer un projet comme ça et de le mener à bien. Donc c'est ce que j'ai pu apprendre. Ouais, j'imagine ouais, que Ouais. la boîte de production, ils sont d'une aide précieuse pour tout ce qui est organisation et tous les éléments liés un peu à la partie non créative du projet, mais qui est nécessaire pour que le projet voit le jour. Bah, en vrai, hyper intéressant. Hyper intéressant. Et toi, du coup, sur ce projet, tu avais le rôle de réalisateur, c'est ça? Ouais, j'avais le rôle de réalisateur. Après, c'était réalisateur slash agence parce que je faisais à la fois donc, la réalisation de la vidéo, mais après j'ai géré vraiment tout le projet avec tous les assets à sortir en photo, en vidéo. Donc c'était plus parce que normalement, quand tu es contacté par une marque et que tu es juste réalisateur, tu ne t'occupes pas de la production et tu as, en fait, t'as la chance de pouvoir arriver sur le set et de rien de savoir entre guillemets de l'organisation et de tous les problèmes qu'il peut y avoir. Mais là, sur ce projet-là, comme ça a été mon premier gros projet, je me suis dit que je voulais prendre part. En fait, j'ai fait toute la prod et la boîte de production était là pour m'épauler. Donc ça veut dire que bah là, j'avais en tête tous les soucis, tout ce qui s'est passé autour de tout ça. Enfin, quand je dis soucis, toutes les problématiques, parce que c'était assez dense. Euh, mais pour les prochaines, et j'en ai déjà fait d'autres, euh, euh, bah, tu peux arriver juste en tant que réal, tu as proposé ton idée, tu as fait les retours avec l'agence, et ensuite tu arrives sur le set et presque, on va dire, tu ne connais pas l'équipe et tu arrives juste voilà, pour faire ton taf, quoi. Mais j'ai beaucoup apprécié ce format, donc c'est-à-dire de prendre part de la production, parce que chaque personne qui était dans l'équipe, c'était des personnes que je connaissais, avec qui j'avais pu échanger sur chacun des sujets. Ce qui fait qu'à la fin, on était, je sais pas, peut-être en tout sur le set, je dirais 30, peut-être un peu moins de 30. Euh, mais chacune des personnes qui étaient présentes sur le set, c'était en fait aussi leur projet. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié à la fin, c'est que le projet qui était initialement le projet de la marque est devenu ensuite mon projet, et ensuite c'est devenu le projet de chacune des personnes du groupe. Et ce qui a fait qu'on a fait un travail d'équipe vraiment cool, quoi. Et le tournage était hyper plaisant. Trop bien. Hyper intéressant en vrai. Bah, tu vois, c'est un peu ce que je trouve cool avec VidVidea, c'est que c'est pas un échange qui est préconstruit au départ. On discute et en fonction bah, des réponses, on essaie de s'adapter. Et c'est vrai que bah, moi, j'ai plein de questions par rapport à ce projet parce que c'est hyper intéressant et, euh, et du coup, c'est hyper valorisant aussi pour toi, j'imagine, de passer bah, peut-être à des projets où de base tu étais tout seul, où tu gérais tout seul à des équipes où maintenant tu gères près de 30 personnes. J'imagine que c'est un gros gap en termes de réalisation, en termes d'accomplissement personnel, en termes d'organisation. Toi, est-ce que c'est une expérience que tu as appréciée? Est-ce que tu as envie de continuer de faire des projets comme ça avec des grosses équipes, entre guillemets? Est-ce que c'est quelque chose qui te motive à en refaire? Bah écoute, jusqu'à ce projet-là, réellement, je savais pas ce que c'était que le métier de réalisateur. Du moins, j'avais une idée, parce que ça fait quand même 5 ans que je bosse dans ce domaine-là. Mais j'avais jamais pratiqué la chose de cette façon-là. Où tu prends un projet, en fait, c'est pas un projet que tu fais comme on a l'habitude de faire. On a l'habitude de prendre 4-5 projets sur une semaine et d'aller sur les tournages, de faire le montage et de travailler sur plein de projets en même temps.
Là, ce projet-là, j'ai bossé dessus pendant 3-4 mois. Et c'est totalement différent. À côté, j'ai mis en pause tous mes projets. Ce qui fait que c'est une façon totalement différente de travailler, dans le sens où tu as ton cerveau qui est entièrement disponible sur un projet, donc tu es beaucoup plus focus. Et je trouve ça assez plaisant parce que tu peux aller beaucoup plus loin dans la réflexion et dans le fait de faire les choses bien. Et quand je suis arrivé, enfin, vraiment, quand le premier jour de tournage, je me suis dit, ok, enfin, à la fin du tournage plutôt, je me suis dit, ok, je crois vraiment que je sais ce que je veux faire et que c'est ça que je veux faire. Euh, à la fin du tournage, je me suis dit, ouais, je savais pas ce que c'était que le métier de réalisateur, mais là, je pense avoir vraiment trouvé ma voie. Et je me dis, franchement, j'ai envie de faire que ça, tu vois. Parce que, au-delà de l'aspect vidéo, vraiment, je suis passionné, je suis un fanat de la vidéo. Euh, j'ai trop aimé le fait de prendre, enfin de constituer une équipe, de me dire bon, moi je vais prendre un DOP et de dire à ce mec, je te prends parce que tu es excellent et donc fais-toi plaisir. Et genre, je sais ce que enfin ça me ferait plaisir on me l'a fait en fait. Quand My Origin m'a dit ça, m'a dit bah on te confie ce projet-là, je me suis dit ok, c'est trop cool. Et bah, j'ai envie de faire ressentir ce sentiment-là à chacune des personnes que je prends. Donc que ce soit pour les comédiens, le DOP, chefs électro, le monteur, l'étalonneur, le sound designer. J'ai pris mes potes et je leur dis les gars, vous êtes excellents, amusez-vous. Et je sais que ça va être incroyable parce que bah, je vous connais et surtout que vous êtes excellents. Donc, et si vous êtes passionné, forcément ce qui va en ressortir, c'est des choses bien. Donc ça veut dire que quand tu additionnes, je sais pas, une équipe de 15 personnes qui bossent sur le projet là en mode technicien, mais pas technicien, en mode passionné, à la fin du projet, t'as un espèce de petit chef-d'œuvre parce que tout le monde a fait en sorte que ce projet devienne son projet. Et c'est comme, entre guillemets, un entrepreneur qui crée son entreprise, comme on va prendre Louis Fouché. Il va s'entourer des personnes qui sont meilleures que lui dans certains domaines pour créer un bon projet à la fin. Donc moi j'ai été trop heureux et c'est pour ça que j'étais pas du tout stressé quand je suis arrivé sur le tournage. Je me suis dit j'ai pris des mecs qui sont excellents et qui sont passionnés. Donc pour l'image, je savais que l'image allait être hyper belle. Pour la lumière aussi, je savais que ça allait être incroyable. Pour le montage, enfin pour chacun des points, je me suis dit bon bah franchement on va faire forcément un projet qui va être trop cool, tu vois. Et surtout chacune des personnes va s'éclater. Et pour moi c'était vraiment le point le plus important, c'était que chacune des personnes ait son mot à dire, puisse aussi modifier un peu le projet avec moi pour qu'on puisse avoir un projet à la fin qui plaît à tout le monde, quoi. Donc je pense que j'ai une petite révélation sur ce projet-là et je me dis que vraiment j'aimerais aller vers ce type de carrière-là. Voilà. Parce que je ne savais pas vraiment où aller pendant ces 5 ans. Parce que j'aimais vraiment plein de trucs, quoi. Mais je me suis dit, la réal, c'est peut-être pas pour moi, parce que c'est peut-être un peu compliqué, ou je suis peut-être pas légitime, euh, parce que je suis très jeune. Mais franchement, j'ai encore du chemin à faire et je me dis, bon, bah, je suis jeune et je me dis, en 30 ans, je vais forcément avoir beaucoup de projets, m'améliorer, grandir, apprendre. Et voilà, donc je suis très content. Trop bien. Bah franchement, félicitations à toi, hein. Merci beaucoup. Moi, ce qui fait écho là dans ce projet-là, c'est que c'est hyper inspirant. Donc franchement, bravo. Trop Bravo cool, pour, merci. ouais, pour ce petit Merci, accomplissement, parce merci. que c'est vrai que euh, c'est vrai que nous, en tant que vidéastes, on est souvent amené à travailler sur des projets de manière individuelle. Peut-être par moment, on, on bosse voilà, à 3 4 sur des projets. Mais là, c'est vrai que avec ce projet-là, je pense vraiment, et toi, tu le dis aussi, que tu as passé un cap et c'est vrai que tu as constitué une équipe aussi avec des gens que tu aimes et avec qui tu as envie de bosser. Et ça, c'est aussi trop bien. Donc, non, franchement, félicitations pour toi par rapport à ça. C'est une belle réussite, franchement c'est cool. Et puis non, j'espère que ça découlera sur d'autres projets. Mais non, en tout cas merci d'avoir parlé de ce projet un peu en exclusivité parce que ça nous a permis de rebondir dessus, de parler aussi un peu de la relation avec les boîtes de prod, les agences, etc. Donc c'était assez intéressant. Moi j'avais juste une dernière question par rapport à My Origins qui est donc ton client. Euh,
quel est l'intérêt, par exemple, pour eux, par exemple, de venir vers toi en tant qu'un peu entreprise individuelle plutôt que par une boîte de prod? Est-ce que toi, par exemple, ils te connaissaient personnellement? Est-ce qu'ils voyaient en toi peut-être une plus-value par rapport à une boîte de production? Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'ils ont d'abord voulu passer par toi plutôt qu'à une boîte de production où effectivement on peut penser que les boîtes de production, elles sont plus à même de gérer des gros projets comme celui-là qui reste une publicité TV? Comment ça s'est déroulé? Est-ce que tu as des explications par rapport à ça? Écoute, c'est une très bonne question. Moi, j'avais rencontré le boss de My Origin un an plus tôt. Ouais, d'accord. Euh, Ok. Ah bah attends, non, t'étais pas là. Et j'avais rencontré donc David un an plus tôt et on avait vraiment, vraiment fité. Euh, et ensuite, du coup, un an plus tard, il m'envoie une vidéo qui a été faite. Donc en fait, c'est pour ça que quand j'ai reçu le brief, j'étais extrêmement stressé. Il m'envoie une vidéo, il me dit voilà, on a fait une copie TV, on l'a fait faite par une boîte de production, voilà ce qui a été fait, et on veut que tu fasses mieux. Et j'ai fait, dans ma tête, je reçois la vidéo, je fais, mais what? Genre, la vidéo, elle est trop bien. Genre, vraiment, la vidéo qu'il m'a envoyée, elle est trop belle, elle est trop bien faite. Je la trouve incroyable. C'est le genre de vidéo que je kiffe de ouf. Dans ma tête, je fais, bah, franchement, je pense pas faire mieux, tu vois. C'était dans ma tête. Et moi, je fais, bah oui, y a pas de souci, tu vois. Et Let's go. en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut toujours dire oui et après, tu te démerdes, tu vois. Euh, Fake it until you make it. Il y a une expression exactement. comme ça. Je lui ai dit quand même, mais attends, euh, pourquoi tu viens vers moi? Il me dit, bah, parce qu'en gros, on veut faire une. Et il y a, dans le process, il y a Thomas Poulet, que tu connais, qui est la tête de pont entre David et moi. Donc, il y a un facteur, c'est que Thomas Poulet, c'est un mec, enfin, c'est un entrepreneur extrêmement rigoureux et en qui on peut faire confiance. Et Thomas Poulet me fait aussi confiance, donc on connaît David en commun. Euh, et après, David me dit en fait, il faut faire une campagne globale. Donc, tu as à la fois un gros shooting photo à préparer. Donc, en gros, on a fait le projet. Il y avait deux gros projets en fait. Donc, il y avait un gros shooting photo à préparer, plus la copie TV à faire. Et je pense qu'il a dû voir que je devais déjà faire ça pour d'autres marques comme Meduse ou d'autres. Enfin, j'ai l'habitude de faire ce type de format-là où je propose photo plus vidéo et c'est des campagnes à chaque fois. Donc je pense qu'il a dû tomber sur ces campagnes-là. Et, euh, et voilà. Et donc ensuite, je lui dis, par contre, je veux absolument qu'on ait des calls parce que je veux savoir pourquoi la vidéo que tu m'as envoyée ne te convient pas, enfin ne vous convienne pas. Parce que pour moi, je la trouve vraiment très bien, quoi. Et c'est là où il m'a expliqué vraiment les besoins marketing qui n'ont pas forcément été respectés par l'ancienne boîte de prod. Et c'est là où c'est grâce à cette réunion où j'ai orienté en fait mon script, quoi. Voilà, si pour être un petit peu plus précis, en gros, eux, MyOrigin vendent 5 catégories de produits. Donc, tu as les capillaires, le make-up, soins visage, parapharmacie et j'ai oublié le dernier. Et en gros, il fallait vraiment que sur le format 7 secondes, parce que j'ai sorti, pour la copie TV, tu as un format 7 secondes. Et pour la copie replay, tu as un format 30 secondes. Et il fallait que sur les deux formats, on puisse avoir ce message de on vend 5 catégories de produits différentes et ça vient d'internet et en plus on a un expert qui vous aide à prendre les bonnes décisions. Donc c'est pas forcément évident à mettre en place parce que tu as beaucoup de choses marketing à inclure plus le côté artistique. Donc, donc voilà, en fait Ok, j'ai pris le projet et au fur et à mesure j'ai découvert plein de trucs. J'ai fait ok, bon trop ben bien. voilà. Ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu t'es pas démonté parce que j'imagine que quand tu as des gros projets qui viennent à toi comme ça et que tu n'as jamais fait, ça doit être. J'imagine qu'à l'intérieur, ça doit être stressant, mais il faut pas le faire ressentir à ton client. Mais j'imagine qu'il y a plein de points que tu découvres au fur et à mesure. Et ça, c'est ça qui est cool parce que j'imagine que c'est à partir de ce moment-là aussi que tu sors un peu ta zone de confort et que tu découvres des nouvelles choses. Donc non, franchement, félicitations à toi pour ça. Et puis c'est cool aussi, j'imagine que dans le process que tu as utilisé, tu as su aussi cerner les besoins. Tu disais que tu as fait un call pour comprendre ce qui n'a pas été avec, euh, avec l'ancien projet, etc. Donc c'est cool. Ils ont dû voir aussi que
malgré que tu sois peut-être tout seul ou en petite équipe, t'es cette démarche professionnelle et c'est aussi pour ça que ça a dû faire la diff. Non, franchement, félicitations pour ce beau projet. C'est cool d'avoir pu discuter de ça. Mais si tu veux bien, on va passer une autre étape un peu du podcast qui est un petit jeu qu'on a l'habitude de faire dans le podcast. Je ne sais pas si tu connais. Je vais te poser 5 petites questions, 5 petits dilemmes liés à la vidéo. Et puis tu vas me répondre, avec un seul choix et puis on verra ce qu'il en est. Et sur ce, on va se retrouver juste après le jingle. Ok, donc le jeu, si tu dois choisir, désormais un incontournable du podcast. Je vais te poser 5 petites questions, 5 petits dilemmes et tu vas devoir me répondre par un choix des questions liées à la vidéo. C'est à peu près toujours les mêmes, mais pour voir un peu les aspérités de chacun des vidéastes. La première question que je vais te poser, c'est si tu dois choisir un pays à visiter ou un pays dans lequel tu aimerais tourner une vidéo, ce serait lequel ? Je pense que j'irai en Islande. Ok. C'est un peu En cliché, Islande. mais j'ai envie de le faire. Et c'est mon prochain pays, donc voilà. Ah, tu vas y aller prochainement ? Je vais y aller. Enfin, ouais, c'est ma prochaine destination. L'Islande en Defender. Defender, Ah c'est yes, en 4x4. trop bien. Et tu vas en mode, tu vas y aller en mode perso ou pour tourner peut-être Non, j'y vais en mode perso. J'y vais en mode perso, mais je vais filmer là-bas. Ouais, c'est ça. T'as prévu d'y aller pour quand ? 2023, après, j'ai pas encore ma fenêtre. Mais 2023, j'y vais, pour sûr. C'est vrai que l'Islande, ouais, c'est un peu, comme tu dis, ça a devenu un peu cliché parce que beaucoup de créateurs font des choses là-bas, mais en même temps, ça s'y prête bien parce que franchement, c'est assez unique et assez exceptionnel comme lieu, donc non, ça se justifie bien. Ok, l'Islande, parfait. Prochaine question, si tu dois choisir une marque avec qui collaborer, vraiment genre la marque de tes rêves pour qui t'aimerais vraiment faire réaliser une vidéo ou quoi, ce serait qui ? Ça serait Chanel. Parce que j'aime beaucoup la maison, j'aime beaucoup les valeurs. C'est une marque qui est à la fois élégante, classe. Enfin, j'adore les maisons de luxe, mais spécialement Chanel. Enfin, celle de Gabrielle Chanel, je suis totalement fan et je serais honoré de pouvoir travailler pour eux. Trop bien, ça peut se comprendre, trop bien. Peut-être que j'ai déjà la réponse, qu'on l'a abordée, mais si tu dois choisir un seul domaine de vidéo dans lequel tu voudrais exercer, lequel ce serait ? Du coup, ça serait dans la pub. Et après, si je dois choisir plus spécifiquement, on va dire la mode ou le sport. Trop bien. 4e question, si tu dois choisir un ou une vidéaste qui t'inspire le plus, qui ce serait ? Alors, donc il s'appelle Fabien Baron. C'est un directeur de création, directeur artistique qui est né à Antony, donc qui est un mec qui a une soixantaine d'années. Et c'est pour moi le GOAT. C'est vraiment le type de carrière que j'aimerais avoir. Le gars te sort des campagnes globales, tu vois, donc pour des grosses marques, Dior, vraiment des grosses marques. Il y a aussi Zara, il y a beaucoup de marques avec qui il bosse. Et le mec, c'est pour moi vraiment le GOAT de la direction artistique, où il te sort des campagnes, tu vois, je prends celle de Zara ou celle de Dior, mais celle de Zara, je les adore parce que toutes les pubs qui sortent pour Zara, par exemple, c'est ce mec-là qui les fait. Donc c'est son agence qui s'appelle Baron Baron. Je trouve que en fait, arriver à ce stade où la marque te dit tu fais ce que tu veux, et le mec se dit je fais ce que je veux, et il prend juste un concept artistique et il fait une campagne de pub, que ce soit vidéo ou photo, autour de tout ça. C'est carrément mon objectif, tu vois, en me disant je crée la direction artistique, non plus de mon agence, mais d'une marque à part entière, tu vois. Et toute la direction artistique, tu vois, tu prends un exemple de Zara ou de Dior, c'est ce mec-là qui s'en occupe. Donc, il fait pas, et lui, il va pas toucher à l'aspect technique, il va se concentrer sur vraiment la création et se dire écoute, je fais cette campagne autour de ce thème-là, voici pourquoi,
Et après, tu as tout un historique de recherche, enfin bref, c'est un travail vraiment de. C'est plus de la direction artistique, c'est de la direction de création, quoi. Bon, voilà, pour arriver à ce genre de stade-là, il faut vraiment avoir de l'expérience. Le gars, ça fait 40 ans qu'il est dans le métier, donc grand Ah, respect. hyper intéressant. Ouais. Ok. Ouais, à titre personnel, je connaissais pas. Peut-être que d'autres le découvriront aussi en t'écoutant, mais trop bien. Hyper intéressant. Parfait. Et puis, dernière question, si tu dois choisir vraiment un projet que tu voudrais... Je vais la refaire. Ok, trop bien. Et puis, dernière question, si tu dois choisir un projet vraiment que tu voudrais réaliser dans ta carrière, lequel ce serait? Bah, il y a trop de trucs que j'aimerais faire, mais dans Une l'idée, publicité pour Chanel, peut-être? une pub pour Chanel, une pub pour Dior, enfin pas une pub, une campagne globale. Euh, le projet, on va dire le type de projet que j'aimerais avoir, c'est travailler pour une marque. Je m'en fiche que ce soit Chanel, Dior, peu importe, ça c'est des noms, c'est pour le CV. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir travailler main dans la main avec une marque, que ce soit une marque de prêt-à-porter ou de mode, et qu'on construise au fur et à mesure des années l'identité de la marque et que on travaille ensemble, quoi. Enfin, je m'en fiche vraiment que ce soit Dior, Chanel ou quoi. Je veux juste que ce soit une marque qui me plaise, qui a des valeurs que j'apprécie comme celle de Chanel, mais qu'on puisse créer des campagnes, on va dire, tu vois, tu crées 3 campagnes par an globales et tu t'occupes de toute la stratégie de création, que ce soit pour les réseaux sociaux, la télé, du print, peu importe. Mais c'est ce type de projet-là que j'aimerais vraiment faire, quoi. Donc peu importe avec qui, il faut juste que la marque ait de bonnes valeurs. Trop bien. Parfait. Non, bah super, merci à toi pour toutes ces petites réponses. C'est la fin de cette petite aparté, si tu dois choisir. Bah, au-delà de tes projets actuels, on en a déjà parlé un peu. Moi, j'avais vu que tu avais commencé aussi à réaliser un documentaire sur, sur comment dire, une écurie. Une écurie de voitures, de vieilles voitures, ouais. Moi, je voulais ouais, parler de ça parce que du coup, le documentaire, c'est aussi un domaine de vidéo hyper intéressant. C'est aussi des projets qui sont à long terme, etc. Est-ce que tu peux un peu nous présenter justement ce projet-là et ce qu'il en est de son évolution et comment ça se présente à peu près de créer un documentaire finalement? Ouais, tout à fait, avec grand plaisir. Parmi les réals que j'aime beaucoup, je pense que tu dois connaître, il y a un réal qui est un peu sur YouTube et qui est un pote de Mathieu Apoya qui s'appelle Marc Bone. Donc, ce mec-là, il a commencé par du commercial en faisant des pubs pour Nike, pour Adidas, pour tout ce genre de choses-là. Et il s'est peu à peu orienté vers le documentaire car il y a un peu plus de liberté. Et surtout, les sujets sont beaucoup plus profonds et tu crées un vrai lien avec le projet et avec la personne que tu décides de mettre en avant. Et j'ai beaucoup de passion, notamment la passion automobile. Et un jour, mon père me ramène dans une vieille écurie de voitures de collection, mais de course. Et j'ai fait waouh! Et je commence à parler avec le propriétaire de ce garage-là. Et je vois que le mec est un pur passionné. Depuis qu'il est petit, il est là-dedans, quoi. C'est sa mission personnelle, c'est sa vie, en fait. Et je me suis dit, là, il y a un véritable sujet devant moi. Et en plus, quand je suis arrivé dans ce garage-là, je vois une voiture qui est en construction, en fait. Y a pas de roue, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de capot, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. Et je pose la question à ce mec-là, Benjamin, mais c'est quoi cette voiture? Il me dit, bah là, on est en train de reconstruire une vieille voiture, donc c'est une Camaro de 1979, pour la préparer et la faire courir pour le Mans 2023. C'était le Mans 2022 quand j'ai commencé enfin, c'était pour le Mans 2022 quand j'ai commencé le documentaire, mais il y a eu des soucis, c'est pour ça qu'en ce moment je suis en pause sur le documentaire. Donc là, ils espèrent terminer la voiture pour le 2023. Le Mans, c'est quoi? Les 24 heures du Mans, c'est une course mythique dans l'automobile et aussi enfin, dans les sports auto et moto. Et eux,
je crois, 10 ans qu'ils participent à cette course-là, toujours dans les classic cars, donc dans les vieilles voitures. Et à chaque fois, ils arrivent quatrième, cinquième sur le podium. Et ils se disent, bon, bah là, ce qu'on va faire, on va prendre une voiture qui a gagné en 1979 et on va la reconstruire. Sauf qu'on n'a pas de plan. On n'a plus la voiture parce qu'elle n'existe plus. Et donc, on doit vraiment la refaire juste avec les photos qu'on peut avoir de l'époque. Et je me suis dit, mais putain, mais le défi est fou, quoi. Et j'ai décidé de suivre de suivre ces trois gars-là, donc ces trois passionnés, pour la construction de cette voiture-là. Donc ça fait maintenant un an, jour pour jour presque, que je suis de manière pas quotidienne, mais tous les mois, je vais au garage et je filme les étapes hyper importantes, donc que ce soit la construction du châssis, la réparation du moteur. Ils font par exemple, pour donner un ordre d'idée, il y a certaines pièces de moteur qui est recréée, donc c'est comme de l'impression 3D, mais avec des pièces en métallique, donc c'est des pièces, enfin ça s'appelle la CNC. Donc les gars, ils pensent aux pièces qui permettraient d'améliorer le moteur, et ils font pareil pour toutes les parties du véhicule. Et donc je trouve ça vraiment passionnant à voir, et je prends enfin je capture tous ces moments en fait de réflexion, de travail, de mise en place de la voiture sur roue par exemple. Euh, et moi, au fur et à mesure, j'ai vu la voiture qui était totalement désossée, où il y avait juste un châssis, jusqu'à là, à l'heure actuelle, la voiture est peinte, les roues sont mises, les sièges sont mis, tous les faisceaux électriques sont... Ouais, vraiment, j'ai vu la voiture grandir, et même moi, je me suis attaché à ce projet-là. Euh, et à l'heure actuelle, où est-ce qu'on est dans le projet? Il y a juste un petit souci dans le moteur, ce qu'ils ont fait, ce qui a retardé en fait un peu tout le projet. Donc voilà, l'idée c'est de créer une vidéo, une espèce de documentaire. Donc tu vas avoir un teaser de 1 minute un peu stylé sur les enjeux, les personnes qui font partie de ce projet-là, la voiture, et ensuite tu vas avoir un documentaire vraiment qui explique de fond en comble le process pendant un an, quoi. Voilà, ça va faire je pense qu'en tout la vidéo va durer, enfin le tournage va durer 2 ans jusqu'à la course. Donc tu as des formats où j'interviewe chacune des personnes qui bossent sur le projet, que ce soit les prestataires externes ou les acteurs principaux de ce projet-là. Euh, et voilà. Trop bien. Trop bien, ouais, je trouvais ça cool de parler de ça parce que moi j'ai suivi un peu ça via les stories que tu postais. Et c'est vrai que le documentaire, bah, c'est une approche forcément différente, pareil aussi très très long terme d'un projet vidéo, mais c'est aussi très hyper intéressant, hyper valorisant. Et, et bah, c'est vrai que toi, c'est cool que tu aies pu aussi trouver entre guillemets ce projet-là, parce qu'on sent que y a une belle histoire autour de ça. J'imagine qu'il y a une aventure humaine que tu vas aussi mettre en lumière qui est hyper chouette. Il y a aussi cette quête, c'est ça qui est aussi intéressant dans le documentaire, c'est qu'il y a cette quête à savoir de conquérir enfin ouais, de courir, de participer aux 24 heures du Mans 2023. Et après, aussi, ce sera la magie du documentaire. Peut-être qu'il y aura un résultat hyper positif et ça rendra le documentaire encore plus beau. Mais non, c'est hyper intéressant. Et après, toi, par rapport à ça, parce que j'imagine aussi que le documentaire, au début, forcément, tu investis du temps personnel et forcément, tu y passes aussi beaucoup de temps. Est-ce que toi, tu as t'as des objectifs avec ce documentaire? Est-ce que tu voudrais le proposer, je sais pas, à des plateformes, à des chaînes télé, des choses comme ça? Est-ce que tu aimerais, en tout cas, l'exploiter du mieux possible? Comment tu vois la chose? Pour le moment, ce doc, comment je le vois vraiment comme un projet personnel et une aventure humaine, parce que j'ai lié des liens qui sont assez forts avec Benjamin et le reste de la team. Euh, et c'est plus une aventure humaine pardon, sur le long terme, où moi j'aimerais continuer à rester dans cet environnement-là. Euh, voilà. Par rapport à ce projet-là, c'est un peu les objectifs. Il n'y a pas forcément d'objectif, c'est juste un projet personnel que je fais pour moi et parce que je trouve ces gens extraordinaires. Mais par la suite, j'ai d'autres idées de doc en tête, et c'est en pourparlers avec des personnes qui. Enfin,
On a pour objectif avec un ami qui s'appelle Lotfi Lamali, qui est un champion du monde de longboard avec qui j'ai fait plusieurs pubs, notamment une pour Prada et d'autres pour d'autres marques. On aimerait faire un documentaire sur le longboard dancing parce qu'on a vu que sur Netflix il n'y en avait pas et qu'il n'y en avait en fait tout simplement pas. Donc on a ce type de projet là dans les pipes et on se renseigne de savoir comment est-ce qu'on pourrait tourner, quels sont les formats, avec quelle caméra on doit tourner, est-ce que le script est bon. Donc on travaille sur ça et effectivement il y a des idées de doc en cours. Donc là c'est enfin, en termes de projet documentaire, c'est le projet qui va arriver, je pense, d'ici peu. Mais ça prend quand même du temps à faire. Et moi je le fais pas pour l'argent, mais juste quand même en termes de retour financier, il y en a pas. Euh, et de temps, ça prend beaucoup de temps quand même. Donc Ouais. Mais c'est plus, ouais, c'est ça, c'est plus un projet passion. c'est un projet pour passion vraiment carrément. Moi, il y a des docs, tu vois, comme Cispiracy, Cospiracy, ou d'autres docs que Charles Villain peut faire. Je suis fan, absolument fan, parce que c'est des. Tu vois, genre, les pubs que j'aimerais faire pour Dior, pour Chanel, c'est gentil, c'est beau, mais c'est pour mon kiff et c'est pour aider une marque. Mais moi, j'aimerais, à terme, vraiment faire des choses qui ont du sens et qui aident vraiment les gens, tu vois. J'ai été hyper impacté par tous les docs que peut faire Charles Villa, par le doc de Cispiracy où le mec il met sa vie en danger pour pouvoir dénoncer certaines pratiques qui sont pas forcément très, très justes. Enfin, plein de choses comme ça, tu vois. Le doc, ça a un petit peu plus de sens, où ça aide, où ça montre des choses vraiment, on va dire, utiles, quoi. trop bien. Mais ouais, clairement, c'est ça. C'est vrai que le documentaire, il a aussi cette pertinence-là par rapport à de la publicité, etc. C'est qu'effectivement, on peut, bah voilà, on peut marquer les esprits, on peut y apporter du sens. Et c'est vrai que dans la vision qu'on se fait de la vidéo, le documentaire, bah, il a ce petit plus aussi par rapport à ça, où on peut vraiment mettre en avant des problématiques, bah, comme tu disais, écologiques, voilà, des problèmes de fond, mettre en avant des initiatives, comme C'est tu ça. disais, avec... Tu fais avancer la société et ça permet pas d'éduquer les gens, mais si, quand même, tu vois. Moi, je sais que, tu vois, tu prends 6 pierres à 6, peut-être que tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu, ouais. Bah Ouais. voilà, moi, juste après ça, enfin, j'ai changé, ma vie Bah a ouais, changé, en clairement. fait. Clairement. C'est sûr. Bah ouais, ça fait évoluer les mentalités, c'est sûr. Hyper inspirant. En tout cas, ouais, ça me tenait à cœur d'évoquer ça parce que je trouvais bah, ton initiative hyper cool. Donc c'était chouette de parler de ça. Bah écoute, sur ce, on va arriver un peu à la fin du podcast. J'avais juste une petite dernière question pour finir le podcast. Est-ce que toi, tu aurais une petite recommandation à donner à ceux qui nous écoutent sur la vidéo? Voilà, ça peut être sur le mindset, sur le lifestyle, quelque chose voilà, que toi, tu mets en place dans ton quotidien qui t'apporte beaucoup et que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent. Oui, tout à fait. Je parle en tant que. Je pense que si on fait de la vidéo, je pense qu'on est tous passionnés. Et je parle en tant que passionné à des passionnés. Franchement, faites votre chemin. Ne vous stressez pas. Et juste faites de votre mieux de manière quotidienne. Et ne perdez pas vos rêves d'enfant, entre guillemets. Ça paraît un petit peu fantasque ce que je dis, mais c'est totalement. Enfin, vraiment, je suis hyper passionné. C'est un truc qui me. Tous les jours, en fait, je vis vidéo, je vis photo, je vis tout ça. Et il y a des fois où, pendant ces 5 années de travail, j'ai pu perdre en fait un peu le cap de ça. Et j'ai pu perdre un petit peu de passion par rapport à la vidéo. Et il n'y a rien de pire, en fait, en tant que sentiment personnel, je trouve. Euh, je trouve que, tu vois, le fait, il y a l'argent d'un côté, c'est effectivement nécessaire, mais la réussite personnelle, elle passe plus par ce que tu accomplis comme projet et ce que tu veux faire en termes de. Enfin, ouais, c'est ce que tu accomplis comme projet, et si tes projets, peu importe, c'est de filmer des éléphants en Afrique du Sud pour pouvoir démontrer un truc, bah fais-le. Et ne pense pas à l'aspect financier ou quoi, tu vois, parce que c'est ce qui va te perdre.
Et je parle de ça parce que ça m'a perdu à un moment donné. Mais grâce à des livres que j'ai pu lire là il y a peu, je me suis dit, en fait, ouais, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment de faire ce que tu aimes et de faire du mieux qu'on peut, tout simplement. Trop bien. Bah, excellent, merci pour la fin. Bah, d'ailleurs, je rebondis un tout petit peu là-dessus. Est-ce que justement tu as la référence de ces livres pour ceux Ouais, t'as deux livres, bah, franchement, si les gens peuvent le lire, c'est ouf. T'as L'Alchimiste, qui est incroyable. Je ne l'ai pas avec moi, je sais plus quel est l'auteur. Et ensuite, t'as Les 4 accords Toltec de Don Miguel. Et t'as la suite, qui est le 5e accord Toltec. Franchement, ces trois livres. euh, Tu vois, il y a beaucoup de livres de développement personnel comme Anthony Robbins, tout ça. C'est trop bien. Genre vraiment, il faut lire ces livres-là aussi. Mais tu as d'autres livres comme L'Alchimiste ou Les 4 accords Toltec qui sont au-delà du développement personnel, qui sont vraiment, ça te transmet des messages de manière un peu sous des métaphores, mais des messages qui sont très puissants et qui peuvent changer ta perception de la vie et te rendre heureux, tout simplement. Tu vois, les 4 accords Toltec, il faut absolument que les personnes le lisent parce que ça te permet ça te donne des clés en fait pour aller bien et être heureux et suivre tes rêves, bref. Bah, merci beaucoup pour ces petites références. Merci beaucoup pour ce message de fin. Hyper inspirant, merci à toi Ilan, on va finir là-dessus. C'était un plaisir de discuter avec toi, de discuter de tes projets actuels, de tes projets futurs. C'était bien chouette. J'espère que l'épisode vous aura plu de votre côté en l'écoutant. Ouais, petit mot de la fin, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Tu as ton site internet, c'est ça? Ouais, c'est ça. On peut me retrouver sur Instagram, donc Ilan Dupont, I2LN DUPONT, et après sur Vimeo aussi. Vimeo, c'est important. Okay. Ouais, on peut voir tes réalisations. Trop bien, parfait. Merci encore à toi, Ilan, de t'être pris au jeu. C'était hyper cool. Et puis, on se dit à bientôt. Allez, à plus. Merci pour cette initiative. Salut. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser une petite note sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Autrement, je vous invite à suivre les différents réseaux sociaux de Vite Vidéaste. On essaie vraiment de créer un média autour de Vite Vidéaste, autour des vidéastes francophones. Donc n'hésitez pas à aller soutenir cette initiative en suivant les actualités sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode.